Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans ce récap et analyse du deuxième épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Alors, je vous rassure tout de suite, vous pouvez arrêter de regarder votre écran à partir de maintenant, ça va être une image fixe jusqu'à la fin de la vidéo, vous pouvez faire n'importe quoi à côté et vous laisser porter par le doux son de ma voix. De toute façon, j'espère que cet épisode va pas être trop long, parce que j'ai pas grand chose à dire en théorie sur ce deuxième épisode. Parce que, bon, finalement, il s'est pas passé énormément de choses dans cet épisode. J'avoue avoir regardé ma montre d'ailleurs, plusieurs fois pendant cet épisode, mais c'est... Bon, c'est parce que je me faisais chier, mais c'est pas forcément parce que c'était mauvais, c'est juste que le rythme était absent, en fait. C'était pas qu'il était bâtard, j'allais dire le rythme était bâtard, mais non, il était pas bâtard du tout, il y avait pas de rythme. C'était principalement des scènes de discussion, des scènes de mise en place, des scènes entre guillemets molles, qui, dans l'absolu, prise scène par scène, hein. Chaque scène prise toute seule était pas mauvaise, elles étaient même quasiment toutes excellentes, et d'un niveau d'écriture qui n'avait pas été atteint depuis très longtemps dans cette série. Mais voilà, tout ensemble, ça faisait quand même un tout un peu mollasson. Mais l'objectif de cet épisode, de toute façon, c'était pas de vous faire bondir sur vos sièges, hein. Ça, ce sera l'épisode 3 qui sort dans littéralement quelques heures, et j'espère que ma vidéo sera en ligne avant la diffusion de l'épisode 3, sinon ça va être un peu chiant, quoi, parce que personne va regarder cette vidéo. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que je fasse vite. Mais l'objectif de cet épisode, du coup, c'était plus de créer des scènes positives avec vos personnages préférés avant que ça ne parte en couille, évidemment. Et du coup, cet épisode va se bonifier avec l'âge. Une fois que l'épisode 3 sera terminé, l'épisode 2 sera bien meilleur, parce que vous pourrez revoir des scènes des personnages qui sont morts et qui vous manquent déjà à la fin de l'épisode 3, et ben vous avez forcément une scène positive avec ce personnage-là dedans, dans l'épisode 2. Et pareil, si jamais il y a une grosse bataille à Port-Réal d'ici la fin de la série, pour le trône de fer, et qu'il y a encore des morts, et ben il y a de fortes chances que le personnage qui vous manque déjà, eh bien il ait une scène positive dans l'épisode 2. Donc c'est un épisode qui ne peut que se bonifier avec le temps. Donc c'est cool, mine de rien. Même si ma première impression était assez mitigée à la fin du visionnage de l'épisode, je dois admettre que c'est un peu l'épisode ultime à revoir une fois la saison terminée. Maintenant, parlons de l'épisode en lui-même. Peut-être une mention rapide sur le générique qui évolue avec la série, puisque maintenant on voit que les dalles sont un peu plus brillantes au nord, ce qui veut dire que les morts sont passés, en fait. C'est plus des dalles blanches, c'est des dalles gelées. Et on voit également les fortifications autour de Winterfell, avec les trappes et tout ça qui se mettent en place, les tranchées qui sont creusées et tout. Donc le générique évolue au fur et à mesure de la série, et ça tombe bien parce que ça c'est un de mes gros kiffs, et vous devez le savoir si vous suivez cette chaîne depuis longtemps. J'aime beaucoup faire évoluer mes génériques au fur et à mesure des épisodes. Et d'ailleurs, le générique de cette émission a changé par rapport à celui de la fois dernière, et dans le prochain épisode il aura déjà changé. Voilà, j'ai pas beaucoup de points, hein, finalement. Là il m'en reste déjà plus que 7, et puis c'est très rapide. Premier coup de gueule, parce que je vais plutôt parler des trucs avec lesquels je suis pas trop d'accord. Sachez que globalement, chaque scène individuellement, je les ai
bien apprécié. Vraiment, c'était de la bonne. Il y a 2-3 trucs qui m'ont fait tiquer quand même. Et là, on commence avec le premier d'entre eux. C'est Jamie, qui se fait donc défendre par Brienne à son procès. Alors déjà, juste avant qu'il se défende, il y a Daenerys qui lui dit quand même qu'elle lui en veut parce qu'il a tué son père, Aerys, le roi fou. Sachant que Aerys Targaryen, il est quand même responsable du meurtre de Brandon Stark, donc le frère de Ned Stark, c'est pas forcément le genre de prénom que t'as envie de balancer comme ça dans le Nord pour essayer de t'attirer la sympathie des gens autour de toi. Ça a plus braqué des gens, en fait. Aerys c'était c'était le roi fou, donc il était taré, hein, voilà, c'est tout, il faut le dire. A l'inverse, j'aurais plutôt imaginé Daenerys reprocher à Jaime d'avoir essayé de la buter dans la saison précédente, parce qu'il il a quand même essayé de l'empaler avec une lance dans l'épisode 4 de la saison précédente, où il lui a foncé dessus quand elle était descendue à côté de son dragon là sur le champ de bataille, et que d'ailleurs Jaime avait failli se faire rôtir par Drogon, qu'il a été sauvé à la dernière seconde par Bronn. Voilà, ça, éventuellement, c'était beaucoup plus logique comme chef d'accusation, mais rien à foutre. Une autre erreur de Jaime, d'ailleurs, dans ce procès, c'est quand il dit, alors quand on lui a reproché, quand Sansa lui reproche d'avoir tabassé Ned Stark en pleine rue, il répond « Oui, mais on était en guerre, donc je ne regrette absolument rien ». Bof, non, parce que justement, ce qui déclenche la guerre des 5 rois, c'est la mort de Ned Stark. C'est ça qui fait que, après, son fils Robb va prendre la tête d'une armée au nord et il va descendre vers le sud pour niquer des mers. Enfin, avec l'objectif de niquer des mers, objectif qu'il ne réussira pas à faire. Et donc du coup, la guerre, non, elle avait pas encore commencé, en fait, quand t'as bolossé Ned Stark. C'est faux, tu mens, arrête. C'est une très mauvaise défense. D'une manière générale, Jaime a quand même été vachement protégé dans ce tribunal. La série a quand même oublié pas mal de choses dégueulasses qu'il a fait et a quand même mis en lumière des trucs un peu anecdotiques qu'il a fait de bien pour essayer de peindre un tableau plus positif de lui que ce qu'il n'est réellement. C'est un peu malhonnête de la part des scénaristes. Et donc là, Jaime se fait défendre par Brienne, et Brienne dit « Il a perdu sa main pour éviter que je me fasse violer ». Alors je ne sais pas si c'est Brienne qui travestit un peu la réalité pour essayer de faire passer Jaime pour quelqu'un de meilleur que ce qu'il n'est, ou si c'est les showrunners qui ont complètement oublié ce qui s'est vraiment passé dans la saison 3, mais Jaime n'a pas perdu sa main pour défendre Brienne qui menaçait de se faire violer. C'est le même mec qui a menacé de violer Brienne et qui a coupé la main de Jaime. Mais les deux scènes sont pas du tout au même moment, il n'y a pas de lien vraiment entre les deux. Jaime a sauvé Brienne de son viol en racontant au violeur qui s'apprêtait à faire son coup là, que Brienne elle venait de l'île de Torse et que l'île de Torse était pleine de saphirs, ce qui est complètement faux mais on s'en fout. Jaime là il inventait, si vous voulez, pour lui dire, en gros si tu ramènes Brienne à Torse entière, le père de Brienne sera tellement content qu'il va te filer des saphirs en échange, quoi. C'est comme ça qu'il a sauvé Brienne. Et il a perdu sa main parce que, malgré le fait qu'il était prisonnier, il continuait d'être arrogant et prétentieux envers son ravisseur, qui est donc celui qui avait tenté de violer Brienne, et pour lui donner une bonne leçon, son ravisseur lui a tranché la main. Mais les deux événements sont pas totalement liés, donc je sais pas si c'est une erreur de Brienne ou si c'est une erreur des showrunners sur ce point particulier. Il y avait un autre truc aussi qui m'avait un peu étonné, c'est beaucoup plus tard dans l'épisode, où Daenerys va voir Jon là dans la crypte de Winterfell, donc c'est vraiment quasiment à la fin quoi, et où elle admet en fait que... Enfin, c'est pas qu'elle admet, c'est que elle dit ah oui, il paraît que mon frère Rhaegar a violé Lyanna Stark.
alors que elle devrait jamais avoir entendu cette version-là de l'histoire. Ça, c'est la version Westerosi de l'histoire. Mais Rhaegar Targaryen, il a jamais caché qu'il était amoureux de Lyanna Stark, et il a très probablement raconté cet enlèvement de manière bien plus positive à ses frères et sœurs. Donc c'est pas normal que Daenerys croit à la version Westerosi de l'histoire alors qu'elle ne l'a potentiellement jamais entendue. C'est un peu chelou. Et là, je pense que c'est vraiment une erreur des showrunners, pour le coup. Voilà, bon. Du coup, j'essaye quand même de faire les points par ordre chronologique de l'épisode, donc on va revenir à la partie du début avec Jaime et tout. Un autre truc qui m'a un petit peu gêné, parce que c'est très très léger comme gênance, hein, c'est que ensuite on voit Jaime partout. Après vu qu'il est arrivé à Winterfell et que c'est quand même un personnage qui a beaucoup de liens avec les autres personnages et que ses actions sont responsables de l'évolution de pas mal de trucs dans Westeros, il y a beaucoup de scénarios à clore avec Jaime, et donc toute la première moitié de l'épisode c'est... bon, déjà il y a le procès de Jaime, et puis ensuite on enchaîne quasiment directement avec Jaime va voir Bran, et ensuite on enchaîne directement avec Jaime va voir Brienne, et ensuite on enchaîne directement avec Jaime et Tyrion. Et en fait, du coup, on voit Jaime pendant toute la première moitié de l'épisode, quasiment non-stop, quoi. Et quand il y a Jaime et un autre personnage qui discutent, et qu'il y a un cut pour signifier la fin de la scène, à la fin du cut, bah, c'est un autre personnage, mais il est toujours avec Jaime. Donc, il y a un très léger sentiment d'indigestion de Jaime dans cet épisode. Peut-être qu'ils auraient pu, tu vois, incruster entre deux scènes avec Jaime, une scène avec d'autres personnages qui discutent, juste histoire que la transition soit un peu moins sèche. Mais là, on est limite dans l'enculage de mouche, hein. Je suis d'accord, on est dans le pinaillage, le pinaillage complet. Ensuite, c'est quoi mon point suivant? La sûreté des cryptes et l'intelligence de Tyrion, qui sont deux points qui sont rabâchés tout au long de l'épisode. On vous le dit au moins 5 fois dans l'épisode. La crypte de Winterfell, c'est l'endroit le plus sûr de Winterfell. Vous y serez en sécurité pendant la bataille. Je veux que vous alliez dans les cryptes parce qu'il vous arrivera rien, machin. Bon, une fois, deux fois, ok. À partir de la troisième fois, on savait que, bon, il va forcément se passer un truc dans les cryptes. C'est une ficelle scénaristique qui est plus elle est répétée, plus elle est visible, quoi. Et pareil, Tyrion se fait féliciter pour sa grande intelligence et sa grande sagesse tout au long de l'épisode, par plusieurs personnages différents, dont Daenerys, on va y revenir juste après, alors que ça fait quand même plusieurs saisons entières que Tyrion n'a pas eu une bonne idée. J'ai dit à tort, dans le retour sur l'épisode 1, là, j'ai dit à tort que Tyrion avait arrêté de boire, et que depuis qu'il était sobre, il était devenu con. En voyant l'épisode 2, non, en fait, Tyrion continue de boire, donc il n'y a même pas ça pour expliquer sa débilité. C'est vraiment juste que, voilà, Tyrion est un personnage plus intelligent que les gens qui écrivent la série, donc tu peux pas demander à quelqu'un qui écrit un personnage d'inventer un personnage plus intelligent que lui, c'est pas possible. Donc, Tyrion est devenu débile, quoi, donc... Alors apparemment, il aura peut-être un dernier plan, après avoir discuté avec Bran, on va voir ce que ça donne dans l'épisode 3, mais... Bon, bof. Du coup, on peut enchaîner avec, enfin, Daenerys se rend compte que Tyrion, il pue un peu la merde, en fait. Il a eu que des idées débiles, c'est à cause de lui qu'elle a quand même perdu son dragon, et à cause de lui que le roi de la nuit a donc explosé le mur, puisque tous ces événements sont liés, et il s'en prend pas assez plein la gueule pour ça, Tyrion. Enfin, Daenerys se rend compte que tous ses conseillers, à part Jorah, puent la merde. Et encore, Jorah, il a quand même essayé de la trahir dans les premières saisons, quoi. Et maintenant, c'est lui le personnage le plus sain de toute son équipe de conseillers. Missandei, elle est pas méchante, mais elle est pas experte en tactique militaire, ou en diplomatie, ou en quoi que ce soit. Tyrion, il est teubé. Vergris, c'est pas vraiment un conseiller de Daenerys, c'est plutôt son capitaine des armées. Effectivement, il y a que Jorah qui arrive à tirer un peu son épingle du jeu, mais sinon, à part de la puissance de feu, Daenerys, elle amène pas grand chose de brillant de son côté, quoi. La scène
où elle se fait complètement dominer par Sansa. C'est jouissif d'ailleurs cette scène, j'ai applaudi devant cette scène, c'était beau. J'aurais peut-être dû me filmer mes réactions pour le coup, je le fais plus parce que je trouve que je réagis pas des masses, mais là, devant cette scène, quand Sansa demande à Daenerys ce qui va se passer pour le Nord une fois qu'elle sera, elle sera reine des 7 couronnes, mais ah, c'était beau le changement de... Parce qu'au début, on avait plutôt l'impression que c'était Daenerys qui dominait la conversation, mais en fait, Sansa, elle a fait un reculé pour mieux sauter, là. Oh, elle a attendu que Daenerys baisse sa garde pour la tacler à la gorge. C'était magnifique. Sansa, tu gères. Et tes conseillers puent beaucoup moins la merde que ceux de Daenerys. Félicitations à toi. Je pense qu'on s'oriente clairement vers un arc scénaristique où Daenerys sera pas méchante, mais où je pense pas qu'elle aura le trône à la fin de la série. Elle le mérite pas vraiment d'ailleurs. Enfin, si elle le mérite du côté conquérant, Daenerys est une très bonne conquérante, mais c'est pas une très bonne comment dire. Elle sait pas vraiment gouverner. C'est pas une bonne gouvernante. À Myrine, c'était plutôt une catastrophe, hein, globalement. Putain, faut voir l'état dans lequel elle a laissé Myrine. Ce pauvre Dario, il va avoir du pain sur la planche, quoi. Ça va être c'est le bordel. À la seconde même où elle est partie et où les dragons sont partis, c'est certain que les esclavagistes, ils ont essayé de reprendre Myrine. Enfin, c'est tellement mal branlé. Elle ne sait pas gouverner. Et du coup, c'est... Puis bon, c'est une grosse hypocrite aussi, où elle dit ah, « Je veux briser la roue ». Non, tu veux pas briser la roue. Tu veux être au-dessus des autres, tu veux que ce soit toi sur le trône de fer. Donc tu veux être tout en haut de la roue, puisque dans sa métaphore, c'est une roue qui écrase tout le monde. Et celui qui est en haut de la roue, eh ben, c'est celui qui écrase tous les autres, c'est celui qui est sur le trône de fer, quoi, en fait. Donc elle veut être tout en haut de la roue, et après seulement elle veut briser la roue. Donc en fait, elle veut devenir la reine des 7 couronnes, et ensuite empêcher qui que ce soit de le devenir ensuite à sa place. Donc en fait, elle se prépare à gouverner avec une main de fer, parce qu'elle sait faire que ça. Ses opposants politiques, si jamais elle en a, elle va les cramer avec ses dragons, ou les empaler avec ses Dothraki ou les Immaculés, et puis ce sera fini. Elle va devenir pas forcément folle comme son père, mais tout aussi dangereuse, ça c'est sûr. De toute façon, le conflit c'est vraiment très appuyé depuis le début hein, de cette saison. Notamment avec toute la fameuse scène où Jon lui apprend que lui aussi, en fait, il pourrait avoir des droits sur le trône de fer parce que c'est un héritier mâle targaryen et tout. Et où Daenerys lui a dit, bah ouais, donc c'est toi, en fait, l'héritier du trône de fer. Et il y a un petit silence, là, où tu te dis, mais Jon, dis-lui que tu veux pas le trône. Ça désamorcerait tous les problèmes. Mais il le dit pas. Ce qui signifierait peut-être qu'il a envie du trône. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça crée du conflit, ça crée du drama, hein, pour un peu... Juste avant la bataille, en plus, j'espère qu'ils vont pas se la jouer en mode... à un moment donné, Jon sera en danger et Daenerys devra se décider entre le sauver ou pas le sauver, et vu que c'est un héritier mâle Targaryen, elle décidera de le laisser mourir, ou une connerie du style, parce que... Oh, ce serait crade, ce serait gras, ce serait pas subtil, ce serait pas bien. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais globalement, oui, on s'oriente vers un conflit Jon versus Daenerys au bout d'un moment. Pareil, dans le premier épisode, Arya a dit à Jon si à un moment donné tu dois faire un choix entre ta famille et quoi que ce soit d'autre, choisis ta famille, sinon je vais t'étriper, je vais te faire la peau. Donc forcément, il faut que cette menace ait une répercussion un peu plus loin dans l'histoire, donc il va forcément y avoir un conflit entre les deux. Parlons-en, tiens, d'Arya. Il y a deux choses à dire sur Arya dans cet épisode, il lui arrive deux trucs importants. Le premier, c'est qu'elle choisit de rayer Beric Dondarrion de sa liste sans vraiment avoir une raison très importante. Mais en fait, c'est surtout pour montrer l'évolution de son personnage depuis qu'elle est rentrée à Winterfell, que ses valeurs ont changé, que maintenant elle est beaucoup plus centrée sur la famille, qu'elle est beaucoup moins
elle est beaucoup moins, elle a beaucoup moins envie de buter des gens en fait. Avant c'était juste une tueuse en série, maintenant elle s'est calmée, elle a trouvé d'autres choses à faire dans la vie que le meurtre, donc elle revoit un peu ses priorités différemment. Et puis, bon, elle avait mis Beric sur sa liste parce qu'il il avait mis la vie de Gendry en danger. Maintenant Gendry est vivant, il s'en est sorti, et puis il a pas l'air de trop en vouloir à Beric, donc finalement elle se dit bon bah il a dû faire ce qu'il devait faire pour survivre, c'est un peu notre lot à tous, donc autant lui pardonner. Ça montre une certaine maturité dans le personnage qui est bienvenue. Et puisqu'on parle de maturité d'Arya, on va parler aussi, évidemment, forcément, de cette scène de sexe qui a choqué beaucoup de monde sur internet. Moi, ça m'a surpris, mais choqué pas spécialement. Déjà, c'est pas filmé de manière perverse, hein, ça va encore. On a eu bien pire dans cette série. Et puis surtout ça casse cette image de petite fille qui avait Arya dans les yeux de certains. Moi je le sais hein, que Maisie Williams elle a quoi, elle a 22 ans maintenant, un truc comme ça, 22-23 je sais plus. Enfin bon, elle est clairement adulte, le personnage d'Arya est adulte aussi. C'est elle qui... En plus c'est sa dernière nuit peut-être avant de mourir, elle a envie de savoir ce que c'est que le sexe. Personnellement je connais des gens qui ont eu leur première relation sexuelle dans la vraie vie bien avant le personnage d'Arya dans la série. Il y a eu des tweets hein, qui ont été faits sur le compte officiel de Game of Thrones pour bien dire que Arya avait 18 ans, elle était majeure, qu'il n'y avait pas de problème, ne soyez pas énervés, on n'a pas fait de manipulation d'enfants et tout ça. Mais je suis étonné par le nombre de gens qui voyaient encore Arya comme une gamine. Même pas seulement Arya d'ailleurs, Maisie Williams aussi. Les gens lui trouvent qu'elle a un visage très jeune que je trouve pas perso. Mais enfin bon, pourquoi pas. On la connaît depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle était dans la saison 1, alors forcément ça choque un peu. Mais pas... Enfin je sais pas. Franchement, de tous les personnages féminins qui ont eu une relation sexuelle dans la série, il me semble que d'ailleurs c'est la première fois qu'on a un personnage... Non, il y avait Talisa, Talisa je sais plus quoi, qui est devenue ensuite Talisa Stark une fois qu'elle a épousé Robb. Talisa aussi qui était consentante dès le début à chaque fois, qui s'est jamais fait violer ou forcer de quelque manière que ce soit, donc voilà. Mais en personnage vraiment principal, Arya est la première, et en plus ça correspondait bien avec sa personnalité. J'ai trouvé que c'était bon. Enfin, moi j'ai pas été choqué en tout cas, voilà. Attention à pas attraper la mentalité américaine qui pue un peu la merde, selon laquelle un meurtre ça va, c'est pas grave, mais alors une relation sexuelle, oulala, c'est choquant, il faut protéger les yeux des enfants tout de suite, c'est incroyable, c'est horrible, il faut censurer, censurons le sexe, plus que la violence. Il y a des meurtres d'Arya qui m'ont beaucoup plus choqué que sa scène de sexe, quoi, voilà. Et puisqu'on est dans les personnages à qui il arrive un truc positif, Brienne, moment de l'épisode. D'ailleurs, c'est le moment qui a donné son titre à l'épisode, l'adoubement de Brienne par Jaime, qui était quasiment une scène de déclaration d'amour. Il y en a eu deux hein, dans cet épisode. Il y a eu Jaime et Brienne sur le champ de bataille, où Jaime lui dit voilà, je me mets humblement sous votre commandement, je suivrai vos ordres, tout ça, ce sera un honneur de combattre à vos côtés, machin. Bon, c'était limite une déclaration d'amour, et là, la scène d'adoubement, c'était limite une scène de mariage, quoi, carrément. Et il y a encore des gens qui shippent Tormund avec Brienne, alors que Tormund, c'est un relou, putain. Elle n'est pas intéressée, laisse-la tranquille, espèce de sauvage, collant. Dégage! Tu la mets mal à l'aise à chaque fois que tu parles. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent que Tormund et Brienne se mettent ensemble? Je ne vous comprends pas. C'est le malaise à chaque fois que Tormund ouvre la bouche. Brienne ne lui a jamais envoyé un seul signe positif de qu'elle était intéressée. Elle s'en branle de lui, mais d'une force! Et pas dans le sens que lui aimerait.
Donc voilà, c'était une très belle scène, c'était magnifiquement filmé, rythmé, il y avait la bonne musique, le petit dialogue sans échanger un mot finalement qu'elle a eu avec Podrick, juste avant d'être couronnée, qui était pas mal aussi, hein, où Jaime dit bah moi je peux couronner Brienne, et à ce moment-là, Brienne elle rigole en disant non mais ça m'intéresse pas, puis elle regarde Podrick, et là Podrick avec simplement des regards il lui fait comprendre que c'est pas une blague. Jaime veut bien adouber Brienne, et Brienne c'est son rêve depuis tellement longtemps d'être chevalier que voilà, elle arrête de se mentir à elle-même, elle fait confiance à Jaime et elle se laisse porter par le moment, et le sourire qu'elle fait à la fin une fois qu'elle est adoubée, oh ça m'a ému. J'ai pas pleuré mais presque, tu vois, à la limite oh, j'étais submergé par l'émotion, ça fait du bien, un truc positif qui arrive dans cette série. Ça fait un peu peur pour la suite, mais ça fait du bien. J'étais content pour elle. J'aime beaucoup Brienne, c'est un de mes personnages préférés. Donc tout ce qui lui arrive de positif, ça me fait plaisir. Et puis on va conclure là, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à dire, avec mon dernier point. Théon va-t-il mourir? Je constate que sur internet, tout le monde donne Théon pour mort. Il y a des blagues de lui, des montages de lui avec un t-shirt rouge comme dans Star Trek. Je serais peut-être pas si catégorique que vous. J'essaie un peu de me rassurer pour la survie de Théon, en me disant que, ben, ce qui est mort ne peut mourir. C'est la devise des Fernets, et techniquement, Théon est mort une fois. Si on prend un peu la définition poétique de ce qu'est mourir, il a été réduit à plus que rien par Ramsay Bolton, même plus capable de se souvenir de son propre nom, et a vraiment été anéanti physiquement et mentalement, et on pourrait considérer ça comme une mort. Et donc vu qu'il est déjà mort, il peut plus mourir. En théorie, c'est la devise des Fernets. Et du coup, ce serait un signe d'encouragement qui montrerait que Théon va peut-être s'en sortir. Après, techniquement, si il se prend une lame dans le cœur par un marcheur blanc et qui renaît en tant que marcheur blanc, ça marche aussi. Il est mort, et maintenant que c'est un marcheur blanc, il peut plus mourir. Vu qu'il est déjà... c'est un zombie. Donc ça marcherait aussi, mais je préfère la première version, elle est plus poétique, elle est plus, tu vois, plus littéraire, plus juste aussi. J'aime bien. Voilà. On verra ce qui se passe pour de vrai littéralement dans quelques heures. J'espère que la vidéo sera en ligne d'ici là. Et puis, bah écoutez, je vais essayer de parler de l'épisode 3 un peu plus tôt quand même, parce que là, si je parle de l'épisode précédent à quelques heures avant la diffusion du suivant, c'est pas très intéressant. Ça ne vous intéresse pas, ça fait un nombre de vues assez faible, et puis ça vous fait discuter un peu moins, on théorise moins, c'est moins sympa, donc je vais essayer de sortir ma réaction à l'épisode 3, genre mardi, un truc comme ça, pour essayer d'être dans les clous. Hein? On fait comme ça? Allez, à la prochaine!